Happiness, toujours au plus proche de vous. Vous êtes sur Happiness, il est 19h. Happiness, votre radio locale. Riff & Jack avec JF sur Happiness. Et ce soir dans Riff & Jack, on met un coup de projecteur sur la scène métal progressive amiénoise avec Mind Collapse, un groupe qui mêle puissance, élégance, technique et émotion à travers une musique contrastée et immersive. Avec leur premier EP Hourglass sorti en 2025, Mind Collapse pose les bases d'un univers sombre, engagé, résolument moderne, taillé autant pour l'écoute que pour la scène. Ils sont avec nous autour de la table. Bienvenue à Mind Collapse sur Happiness. Merci. Salut. Bonjour tout le monde, bonsoir, bonjour. Et bonne année. Et bonne année. Bonne année à vous. Riff & Jack avec JF. Alors Mind Collapse, c'est un nom fort. Qu'est-ce qu'il raconte de votre univers, de votre vision du monde ? Tu veux le faire, Christophe? Tu veux t'en Ok, occuper? alors Mind Collapse, ça pourrait aussi bien dire trou de mémoire que reset total. Qu'effondrement. Effondrement, exactement. Donc on est sur un projet qui va traiter aussi bien du personnel, de la remise en question personnelle, que de thèmes complètement généraux, aussi bien au niveau social, politique, d'écologie, voilà, de la place de la femme aussi dans notre société. C'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Tous les petits combats qu'on pourrait mener au quotidien, on les a mis dans notre musique. Et l'effondrement alors, du coup ? Et l'effondrement, on va peut-être pas en parler maintenant, mais il est bel et bien présent en ce moment, quoi. Donc on a de quoi faire, on a de quoi écrire. En tout cas, ouais. On a de quoi écrire. Beaucoup d'inspiration autour. Exactement. Mais après, pour revenir sur un truc plus positif, l'effondrement aussi, c'est comme notre logo, le sablier, c'est toute cette symbolique-là de quand quelque chose s'effondre aussi, c'est pour mieux reconstruire aussi derrière. Il y a aussi cette possibilité de prendre place dans un combat et de faire quelque chose de nouveau, plus positif et différent. Gageons que la musique y contribue largement. Écoute. Vous définissez votre musique comme puissante mais élégante. Comment vous trouvez un peu cet équilibre justement ? C'est au niveau de l'écriture des morceaux. Le truc le plus simple qui vient à l'esprit pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est de partir sur, dans un morceau de 2 parties différentes. Voilà, on va avoir une première partie avec un riff qui tabasse un peu plus, typé rock metal, voilà, avec des éléments de composition qu'on peut retrouver dans d'autres musiques. Et on enchaîne par exemple, c'est vraiment, je fais un truc vulgarisateur, sur une autre partie beaucoup plus contrastée, beaucoup plus calme. On va écrire sur un truc plus atmosphérique, plus ambiant. Et on essaye déjà, par exemple, de passer d'une partie à l'autre avec des transitions. Et après, on peut amener autant de nuances qu'on veut en essayant de mêler ces 2 parties-là ou ces 2 effets de composition différents, par exemple. Et on verra que c'est justement cette transition entre les choses très aériennes et très beaucoup plus agressives parfois. Elles sont aussi nées de vos différentes inspirations. Ouais, tout à fait. Donc on aura l'occasion de revenir sur ces aspects-là. Vos influences, elles vont des Californiens de Tool, qui datent quand même des années 90. Il y a les Suédois d'Opeth aussi, des années 90 aussi, passant par les Norvégiens de Leprous, c'est ça ? Leprous, oui. ouais. Et j'ai découvert d'ailleurs une reprise assez incroyable de Take On Me de AA, et avec une version assez métal. Enfin voilà, je trouvais ça assez kiffant. Ils ont un univers complètement barré. Les autres Suédois aussi de Sun, ça se prononce comme ça, fondé par Martin Lopez, le batteur d'Opeth d'ailleurs en 2004, et qui offre un métal résolument moderne, en tout cas dans ses arrangements. Qu'est-ce que chacun de ces groupes en fait vous apporte? Voilà. Dans votre musique, un peu de tout. Nous, ce qu'on aime dans le prog, c'est la construction des morceaux qui est vraiment qui prend son temps et où on va voyager dans différents univers à l'intérieur du même morceau. C'est comme notre groupe on est 5 personnes totalement différentes à l'intérieur et on aime bien apporter chacun notre richesse personnelle. Et l'univers du progressif nous offre ça vraiment, de pouvoir voyager comme disait Jacques, d'un truc un peu agressif à totalement une piste plutôt planante derrière, avec on pourrait quasiment presque bosser en acoustique sur certains passages, que ça ne serait pas choquant. C'est des opportunités en fait. C'est toutes ces richesses que permet ce style-là.
où ça nous permet, nous en tout cas, d'aller piocher où on veut et après d'essayer de faire en sorte que le chantier il ressemble à quelque chose à la fin. C'est ça. Mais c'est sûr que on va dire que c'est une porte ouverte à toutes les fenêtres. Avec quand même une part d'expérimentation, on a l'impression quand même on est beaucoup. Enfin, c'est aussi la nature du progressif, hein, c'est qu'on est aussi sur des choses qui paraissent un peu qui sortent des sentiers battus par rapport à ce qu'on écoute. Là, je dirais traditionnellement pour les fans de metalcore par exemple, où on est dans des choses beaucoup plus avec des structures beaucoup plus finies. Là, on est sur des choses beaucoup plus déstructurées. J'ai l'impression. Plus ouverte. Et puis même vocalement, moi, je suis pas, je suis pas un grand technicien du chant saturé. Donc j'essaie de mettre en valeur aussi ce que je sais faire dans le chant et du coup on est sur un métal qui est très 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 mélodique forcément et on aime aussi axer sur les chœurs parce que mine de rien Coco il a une super voix et une voix d'enfant comme une voix d'enfant. personne utilise. Voilà. Mais en tout cas nos deux voix elles se marient super bien, on a la chance de pouvoir faire des refrains qui sont relativement bien harmonisés, c'est une des richesses qu'on a. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a deux tessitures quand même différentes. Ouais. Mais quand même avec quand même une capacité lyrique assez avec des on en vient tous les deux en fait. Ouais. On en vient tous les deux du lyrique. Coco a fait des études de lyrique, moi on aussi. l'entend clairement et du coup vous passez du guttural quoi. C'est ça, exactement. Alors sans pour autant ne pas fermer la porte des fois je crie saturé, hein, mais ça va moi me demander un travail assez énorme, hein. C'est une technique totalement différente, c'est une technique très fatigante aussi, donc il faut se préserver et c'est un travail qui sera amené petit à petit peut-être, je l'espère, mais en tout cas pour l'instant sur Hors-Glace on n'y a pas fait la belle part, en tout cas. Alors, un petit tour de table. Est-ce que vos différentes expériences musicales personnelles nourrissent directement les compositions ? Alors, qui commence ? Coco, alors, Coco. Que dire ? Moi, mon expérience musicale, elle est assez large, on va dire. J'ai commencé par le punk. Ma folie du collège, à fond dans le punk. Derrière, j'ai fait des études de brevet technicien de la musique à Nancy, où j'ai découvert ma voix de chant lyrique, donc en contre-ténor. Il n'y a rien qui va dans ce que tu racontes. C'est complètement incohérent. C'est comme dans son physique. Camoulox. Moi, les gars, j'ai compris. Je suis désolé. Mais nous aussi, mais je me mets à la place des gens qui écoutent. C'est un punk qui fait du lyrique et qui fait. C'est qui ce type ? C'est Nina Hagen, mais il fait 1m20. Alors, raconte-nous l'histoire du punk qui fait du lyrique. J'oublie au début, j'ai commencé par la trompette. Ouais. Ah non, mais c'est important. Ça a été vraiment large. Il va nous embrouiller. Mais... au tout début, j'écoutais du classique, du jazz. Mes parents ils me faisaient écouter ça. Sauf que mes parents de base, ils écoutent du hard rock, du punk. Donc ils m'ont remis dedans par la suite. Donc t'écoutais donc du classique pendant que tes parents écoutaient du hard rock, j'ai bien compris. Apparemment, en cachette, c'était ça. en cachette. Le mec, il prend tout à l'envers. Il écoute Mozart en cachette. Alors que les parents, ils écoutent du Iron Maiden. Ça, c'est underground. Du coup, le punk est arrivé, reparti dans le classique avec mes études. Puis le métal avec ces gugus-là. Non. À moi ? Ouais, vas-y. Moi, j'ai forcément une approche très guitaristique de la musique parce que j'ai découvert tous mes goûts musicaux, comme beaucoup de gens de ma génération, avec le jeu Guitar Hero World Tour, à ceux qui connaissent. Non, puis au-delà de ça, moi, je viens d'une famille de musiciens. Mon père était professionnel dans la musique, ma mère aussi pendant un temps. Et après, je suis tombé amoureux de la guitare, donc j'ai pratiqué. Et j'ai découvert plein de choses parce que la guitare, on a l'avantage de pouvoir accéder à plein de styles assez rapidement. Donc je me suis tout de suite intéressé à plein de choses. Et le premier style qui est à... Ouais, plutôt branché rock quand même. Ouais, c'est la première musique qui m'a touché, c'est le rock, le hard rock, le métal. C'est quand même là d'où je viens, musicalement on va dire. Mais après, j'ai fait le conservatoire et je sais que dans ma pratique, l'étude du jazz et de l'harmonie jazz en particulier, mais même de l'harmonie en général, c'est un truc qui m'a tout de suite vite passionné. Et je pense que ça se ressent dans les compositions Mind Collab, justement les trucs un peu plus aériens ou les trucs un peu plus colorés en termes de richesse harmonique. C'est là-dedans que j'ai pioché, on va dire, dans tout mon bagage que j'ai accumulé sur plusieurs années, quoi. Mais j'écoute de tout. Vraiment, je suis une poubelle musicale. Je prends tout ce qui vient. Comme sur la nourriture, c'est pareil. Comme sur la nourriture. D'ailleurs, j'écoute comme je mange, c'est vous dire.
Non, puis Que moi, ça- moi, c'est pareil, j'ai fait le conservatoire. Alors, je suis pas du tout d'une famille de musiciens. Mais Vous écoutez Riff and Jack sur Happiness et je suis toujours avec Jacques, Coco et Christophe du groupe Yes. Mind Collapse autour de la table et on fait des bisous à Alexandre et Hugo qui n'ont pas pu se déplacer Non. aujourd'hui malheureusement. Quand tu dis non, Christophe, on leur fait pas de bisous, c'est ça? ah non, jamais, surtout pas Alexandre. Il est malade, il a la grippe. Ah bah, Non, Ah, si, on vous fait des bisous, les gars. Hourglass c'est votre premier EP. Qu'est-ce que vous vouliez absolument poser comme base avec ce disque? Une musique qui nous ressemble, tout simplement, avec l'opportunité de partager en fait un premier jet de notre musique. On a fait une sélection de ce qu'on voulait développer dans le futur, parce qu'il y a beaucoup de morceaux en fait qu'on a dû retravailler ou qu'on n'a pas mis, parce que notre set est plus long évidemment, on a plus de morceaux que sur l'EP, mais en fait il y a beaucoup de vieux morceaux. C'est un groupe très vieux hein, finalement, Mind Collapse. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'étapes qui ont été qui ont avancé, qui ont développé, et du coup on a dû faire un tri, et on va dire que c'est le résultat de ce premier tri. C'était avancé en fait de morceau en morceau, mais c'est d'année ça. en année, Tout pour à fait. finalement vous décider de sortir le Avant, EP. moi, quand je suis arrivé dans le groupe, c'était pas du metal prog, c'était du metal viking. Donc Et il y pas avait bien. une autre esthétique vraiment qui était là. Et puis, avec les années Covid, machin, on a pu réfléchir un petit peu à la manière dont on allait écrire les morceaux. Moi, les thèmes que je voulais aborder au niveau des textes, qui étaient un peu différents de l'esthétique viking, même totalement différents. Donc on en est arrivé là avec ce panel de 5 titres là sur l'EP. En effet, on en a le double hein, quand même pour faire le set. Et plein d'autres arrivent. Heureusement, il y en a plein d'autres qui arrivent là, notamment un qui s'appelait Too Far, qui est en construction actuelle. Qui a de quoi occuper largement la scène. Exactement. Et on a déjà fait des jolis sets de 40-45 minutes pour les festivals, Pour ou deux alors morceaux. nos sets, Très ou alors nos sets propres à nous qu'on peut déjà mettre bien- au troquet, bien qui est sur 1h10 quoi. Donc bon, c'est vrai qu'avec la durée de nos morceaux, on peut avoir un petit peu de temps sur scène. Vous parliez un petit peu d'esthétique, justement, le visuel de la pochette il est assez fort, hein, ça symbolise un peu cet enfant qui tient un sablier. La transmission, Ouais. la transmission, qu'est-ce qu'on transmet L'héritage. à nos générations futures. Moi, je suis papa sur le. C'est qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, qu'est-ce que les loups ils vont faire aussi dans leur futur et tout ça. À quoi la planète elle va ressembler même d'ici 5-10 ans, ça n'aura plus rien à voir. Donc on est vraiment dans un questionnement qui est social actuel. Je pense pas qu'on peut être beaucoup plus dans l'actualité que quand on parle d'environnement en ce moment. Le thème du temps qui semble central, hein, c'est un fil conducteur volontaire aussi Complètement. sur l'ensemble C'est ça. du EP. Ouais. On a cette conception Qu'est-ce qu'on fait du temps? Ouais. En fait, c'est ça. C'est ça. Autant il y a des choses qu'on subit de ce qui a été fait avant, ce qui a été mis en place avant, et des conséquences de tout du passé. Mais en même temps, ce temps, c'est aussi une opportunité de comment on l'occupe. Et c'est un petit peu ça, Mind Collapse, ce qu'on disait au début, c'est cet effondrement, mais c'est cette possibilité de reconstruction derrière. Et c'est même si on aborde des thèmes un peu durs, un peu moroses, en même temps, faut toujours voir du positif. C'est en règle générale ce qui est exprimé dans le métal. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, mais après, justement, nous, on veut garder quand même un petit côté un petit peu plus positif, plus lumineux Voilà. que la caricature en fait du texte métal qui va être très très dark. Et nous, on va essayer de trouver justement un message qui est beaucoup plus positif sur l'avenir, parce que encore une fois, hein, moi, comme j'écris les textes, je vais parler un petit peu de mon expérience, et puis comme je suis papa, c'est la question qui trône en centre de mes réflexions, c'est qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants. Donc et il se trouve que cette musique qui est vraiment complexe, qui est vraiment très très construite, j'ai l'impression que ça se construit comme une vie aussi. Donc il y a plusieurs étapes, plusieurs manières de ressentir. Et dans des morceaux comme Earth par exemple, où il y a plein de choses qui vont arriver d'un seul coup. Et la musique, elle arrive à quel moment en fait? Il y a les paroles vous pensez les paroles. Non, et puis, non, c'est d'abord, en règle générale, il y a d'abord la musique, et puis après je vais écrire un texte sur une thématique qu'on aura décidé. Ou qui nous vient quand qui nous vient on. En fait, c'est pas tant les paroles, mais il y a une instru qui nous vient. On est beaucoup avec Hugo à travailler là-dessus, Hugo et moi-même. Et derrière, en fait, on se dit, ça
ça ressemble à ça. Et même juste de plus en plus, par exemple sur les derniers trucs que moi j'ai composés, je sais pas, c'est sur le moment. Je me dis en fait j'ai envie de parler de ça, et de toute manière là de plus en plus c'est assez raccord entre ce que je ressens et ce que je ressors musicalement, et on arrive de plus en plus facilement à se mettre d'accord avec Christophe pour le on commence à être bien en phase. Exactement. Et c'était ça aussi ce premier EP, c'est un petit peu on présente aussi ce travail d'équipe entre nous qui commence, on en est fiers maintenant de commencer à trouver nos clés de travail, nos automatismes de composition, et on ouvre la porte vers quelque chose qui va s'affiner et s'améliorer, on espère en tout cas. Oui, bien sûr. Chaque titre, il semble avoir une identité assez marquée. C'est important pour vous d'éviter la redondance. On n'aime pas ça, on se fait chier sinon. Non, mais il y a plein, encore une fois, il y a plein de monde qui a des idées pour construire des morceaux. Et il y a Coco, pareil, amène parfois des riffs de basse qui sont assez entêtants aussi, et qui vont servir de base à une composition. Et il y en a une prochaine qui sera basée sur un tarif et qui va être super intéressant à venir. Mais chaque élément musical est amené à réflexion, on répète en fait, tiens, on va rebondir là-dessus, ouais, ça j'aime pas, du coup on va le faire, on pourrait le faire un peu comme ça. Et il y a des fois où on va pouvoir passer sur un couplet carrément toute une séance de répète pour pouvoir faire sonner un truc, et à la fin on va dire ça c'est bouclé, on a 8 mesures qui sont bouclées, elles vont sonner comme ça, elles n'étaient pas écrites comme ça à la base, mais maintenant elles vont sonner comme ça, on va les faire comme ça. Tout est soumis au groupe quoi. Ouais, même si c'est Hugo et moi principalement qui composons et même si de plus en plus on arrive quasiment avec des morceaux complets, absolument un consensus. Exactement. Bien sûr, et puis il y a des trucs en fait on peut s'en rendre compte que au moment de répéter avec l'énergie, avec tous les gars, sinon il y a des trucs, même si dans notre tête on se dit oui, on voudrait que ça sonne à peu près comme ça, il y a des moments en fait en jouant on va se dire ce passage là il est trop long, ça marche pas, parce qu'au vu de l'énergie, de comment machin joue son truc, où il y a besoin de changement et d'amélioration, et puis c'est comme ça que on a trouvé que cette façon de travailler ça nous permettait d'être plus efficace, parce qu'on amène des gros bouts, ça nous permet de tous voir à peu près où est-ce qu'on va dans un morceau, mais tout le monde a quand même sa place de dire attendez, là il y a un truc qui va pas, on pourrait faire ça, ou alors on se rassure, des fois on se dit c'est bien, le morceau il trace, mais souvent on modifie plus qu'on se dit. Il y a des morceaux qui ont été très très longs sur le processus au niveau de la construction, par exemple Earth là, le prochain, c'est un morceau qui à la base n'avait pas du tout cette structure là, qui n'avait pas du tout cette durée là, il était beaucoup plus long. Et puis on s'est dit non, il faut que ce morceau. Parce que là, on est quand même déjà sur des formats longs. On n'appelle pas ça long, nous. Mais non, c'est du format moyen pour du prog. Vraiment, moi quand j'étais gamin, j'ai été bercé sur autre chose que du métal, mais sur du rock prog aussi. Et les morceaux de Pink Floyd, ils durent pas 3 minutes. Et les morceaux de Genesis de Peter Gabriel, ils duraient pas non plus 3 minutes. Donc c'était vraiment un univers qui met du temps à s'installer. On a besoin d'avoir des couleurs, de dépeindre un tableau. Et puis on aime jouer, on va pas jouer juste 5 minutes. Non mais c'est ça. Non mais faut que les gens aient le temps de s'immerger dans un univers. En tant que première EP, Hourglass, ça représente déjà une carte de visite, ou c'est déjà une œuvre aboutie? Juste le morceau Hourglass ou l'EP Hourglass complet? L'EP. Oui, parce qu'on a choisi les morceaux dans ce but-là. Donc on a senti que les 5 morceaux devaient pouvoir s'enchaîner. On s'était dit il nous faut 5 morceaux pour l'EP. On sait qu'on ne pourra pas faire beaucoup plus parce que l'EP doit durer une 40aine de minutes. Donc même là, on a fait beaucoup moins du coup, mais c'était largement suffisant. Et le choix était un peu rude parce qu'on a quand même d'autres morceaux qui sont assez iconiques aussi. Mais là, on s'est dit non. Là, il nous faut notre morceau d'introduction de concert, Corruption, qu'on vient d'entendre, qui est donc quasiment totalement instrumental. Moi, j'arrive sur la fin. Et puis après, le prochain qu'on va entendre, c'est un peu en mode tunnel, c'est le plus court, c'est vraiment en mode énergie 100%. Et plus on va avancer, plus on va être dans des morceaux un peu plus longs, un peu plus construits avec différentes parties, avec Hourglass, avec Storm, ça va être encore différent. Et le format progressif, finalement, ça vous offre une plus de liberté, ou c'est plus exigeant? Les deux. Les deux complètement, parce que la technique de jeu pour les loulous, là, c'est quand même redoutable. C'est quand même redoutable. Moi, si je voulais forcer un peu le trait sur la voix, il faudrait que je sois plus rapide encore. Mais c'est pour l'instant pas avec ma voix de basse, c'est compliqué. Donc voilà. On écoute un deuxième titre de Mind Collapse, Earth is Burning, toujours extrait de l'EP Hourglass.
Merci d'écouter Happiness. Vous êtes toujours sur Riff and Jack avec moi autour de la table Jacques Corentin et Christophe du groupe Mind Collapse. Et puis on s'attend, il est possible que Christophe soit amené à nous quitter prématurément parce qu'il on va dire que non, pas pour l'instant, c'est pas encore pour maintenant. Peut-être bientôt papa dans pour la les troisième minutes, fois. les heures, pour la troisième fois. Bravo, félicitations. Merci, c'est gentil. Non, lui dites pas ça, ne l'encouragez pas, il va en faire 6 autres après derrière. C'est terminé, 3 c'est bien. Ouais, on dit toujours ça. Ouais, mais après on n'a plus trop de temps pour faire de la musique, donc. Vous accordez beaucoup d'importance à l'énergie live. C'est quoi la scène? Qu'est-ce que ça apporte à votre musique là aujourd'hui? Je pense que déjà on défend tout simplement le monde des musiciens, de la musique live et de ce que ça représente. Et Dieu sait si on a besoin. Hein. Ah oui, oh oui. Et c'est vrai que tout simplement, je trouve que c'est une bonne façon de ressentir encore plus cette expérience musicale. Je pense qu'on est tous, nous, fans d'aller avoir des concerts et on aime ce ressenti, cette expérience, ces vibrations. Et le fait de jouer cette musique, déjà de savoir la jouer en live et de garder un truc organique, c'est important pour nous dans la DA. Et aussi de procurer au public ce type de sensation. Et pour le public aussi, de voir un groupe aussi qui prend son pied sur scène aussi, c'est très important pour nous. C'est important pour nous. Et puis moi, c'est je suis chanteur, je suis un peu frontman un peu du bazar, et c'est une sensation qui est assez extraordinaire. C'est que les gars, ils ont quand même du jeu à mettre au niveau instrumental. Ils ont parfois aussi des pédaliers aussi à gérer, donc ils n'ont pas forcément toujours le regard sur le public. Moi, de pouvoir voyager entre leur énergie qu'ils mettent sur leurs instrus et puis la tronche du public qui est toujours assez extraordinaire. Parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. C'est normal. Il est où le temps? Comment on peut taper dans les mains là-dessus? On peut pas. Non, mais après c'est super énergique et les gens ils sont généralement ils se prennent. On voit qu'ils se prennent un petit vent quand même d'énergie là tout de suite quand ils sont là devant nous. Et puis au bout de peu de temps, on voit des sourires et puis des têtes qui commencent à bouger. Voilà, on se dit ça y est, c'est parti. Le grand kiff. Ouais, on est là pour une heure à kiffer avec eux et c'est trop bien, quoi. Vous avez pas mal communiqué sur votre release party au Charleston, à Amiens. Hein. Ça a marqué une étape importante pour vous. Merci JP d'ailleurs. Gros bisous JP. Gros bisous JP. C'est un amour. Comment vous avez vécu ça? C'était un moment extraordinaire. C'était très important pour nous. On a mine de rien une petite pression aussi parce que c'est quand même le concert de lancement de l'EP, donc il faut pas qu'on se foire. Et puis il faut qu'il y ait du monde. Faut qu'il y ait du monde. Donc là, on a choisi le Charlet parce que le Charlet c'est JP, et puis parce que le Charlet c'est quand même une institution à Amiens. C'est la scène musicale, le bar musical quand même du d'Amiens. public. Ouais. Et donc on a pu jouer devant aussi bien des copains, des habitués du troquet que des gens qui venaient aussi pour la release et découvrir. Avec une belle satisfaction à l'arrivée de voir complètement. Que les gens qui font pas partie habituellement de votre public finalement adhèrent. C'est ça, exactement. Il y a eu des gens qui sont venus découvrir le groupe là pour la release. C'était un super bonheur, quoi. Les gens étaient ravis. On a un peu communié, comme on dit bien, avec eux pendant le concert et JP nous a un peu poussé aussi à prendre dans son énergie et tout pour qu'on se sente super à la maison, quoi. C'est toujours agréable. Vous avez joué aussi au Bourbon Rock ou au warm-up de Shaun Metal Fest. Ouais. Ça, c'est un vrai test aussi pour un dans des conditions très différentes. C'était des conditions. À Shaun, c'est une salle qui sonne un peu cathédrale et tout ça. Donc ça demande beaucoup d'exercices de précision, principalement avec un public 100% métal, vraiment beaucoup de travail saturé. Sur le son aussi au départ. Donc qui manage ça pour vous alors? Nous nous-mêmes on a pas mal en fait on a développé cette exigence au fil du temps parce que tout simplement pour nous rendre service. Le métal, c'est une musique exigeante et qui est compliquée au terme de gestion du son. Toute musique est compliquée en termes de gestion du son, mais le truc c'est que le métal, c'est vrai que comme c'est une musique énergique, puissante, il y a une gestion ne serait-ce que du volume par rapport au jeu du batteur qui est compliqué quand on arrive dans des petits bars par exemple. Pour que les gens y situent, c'est vrai que demander à tous les groupes de métal extrême, ils peuvent pas jouer dans tous les bars, ne serait-ce que parce que le batteur, pour qu'il puisse exprimer ce qu'il a envie de dire musicalement, il est obligé de taper.
et il peut pas se retenir, sinon on perd de la musique. Et dans ce cas-là, il y a des gestions de volume. Et du coup, une balance d'autant plus compliquée à réaliser. Ouais. Et du coup, nous, on a fait tout ce travail un petit peu d'essayer de mêler l'utile à l'agréable et de confort de jeu pour nous, de réussir à quand même ne pas se mentir nous-mêmes sur ce qu'on a envie de donner comme son. Et en même temps, fallait quand on n'a pas le choix de jouer dans des endroits où il y a un son qui est compliqué à gérer, faut qu'on aille au charbon, faut qu'on le fasse. Et de ce fait-là, on a voulu vraiment faire attention. Ne serait-ce que, comme on a du chant assez mélodique, faut qu'il ressorte. Faut que toutes ces parties-là, comme on a un jeu très chargé, si on écoute toutes les parties, il y a beaucoup d'informations dans la musique, faut qu'on les comprenne, parce que sinon on perd de la qualité d'écoute. Finalement, on n'arrive pas à transmettre le message qu'on veut donner. À quel point le son pour le chant, il est particulièrement difficile à gérer. Très difficile, très compliqué. En extérieur, pas forcément un tout petit peu moins, parce que le son se diffuse quand même plus facilement. Quand tu es en salle, c'est forcément la batterie derrière qui va ressortir d'autant plus. Les grosses fréquences graves, la plupart du temps. Donc l'équilibre basse-batterie, il est super important. Et puis les caser la voix dessus. Comme on commence les balances généralement pour les instruments, après quand je vais me mettre dessus, généralement, hop, on va tout baisser sur le bas. Et puis, voilà, parce qu'il faut quand même que je tienne 1 heure sur le concert. Et puis la voix, ça demande de l'exigence et du soin. Donc il faut rester au taquet jusqu'à la dernière note. Et c'est pas souvent facile. Donc surtout quand on est en salle, au Charlet par exemple, on a volontairement choisi une balance assez faible. On nous a dit qu'on aurait pu jouer plus fort. Le volume sonore, voilà. Et donc c'était agréable pour le public. Il y en a qui ont pu passer tout le concert sans bouchon. Donc ça c'est quand même pas négligeable, parce que ça aussi c'est un truc qui nous tient à cœur, c'est quand même la prévention au niveau de notre outil qui sont les oreilles quand même. Si on perd l'audition, on perd tout quoi. Donc et aussi bien en tant que spectateur, qu'auditeur, qu'en tant que musicien, il faut prendre soin de nos oreilles. Et puis après la gestion du son sur les festoches, on a eu la chance d'avoir des techniciens qui étaient là, qui ont fait un travail extraordinaire du premier festival qui était l'Aérisson Festival, où c'était l'ami Romain Flandre qui nous avait fait le son, qui avait fait bisous à Romain d'ailleurs. Un son extraordinaire. Bisous Romain, ça restera un souvenir mémorable. Jusque là, nos derniers festoches là, puis avec le Barbe qui était gagner le tremplin du Barben Rock et puis faire l'ouverture du Barbe, c'était quand même assez exceptionnel pour nous. Ouais, on a vu vous avez publié quelques extraits vidéo d'ailleurs de ces et notamment vous avez surpris le public avec une reprise de métal assez inattendue, Night Call de Kavinsky. Ouais, ça c'est un titre que j'adore. On est tous fans de ce titre, de toute façon pour l'avoir repris, on l'a tous choisi. On a une petite tendresse tous les deux pour la synthwave aussi un peu, donc on s'est tout de suite mis d'accord là-dessus. C'est un truc que moi j'ai bossé avec mes élèves aussi, que je bosse encore avec mes élèves. Et du coup, pour lui donner l'esprit Mind Collapse, vous avez fait quoi en fait, que vous avez apporté sur on l'a joué. On l'a joué avec nos instruments, avec la manière de jouer de chacun. Et ça a été assez naturel en fait. Ça a été assez naturel. Il n'y a pas eu. La sauce, elle a pris tout de suite. Ouais. Il y a juste eu une petite réflexion très rapide sur comment faire des guitares sur un couplet de manière un peu différente, un peu à notre sauce, un peu en mode métal, mais c'était. Tout est sorti très rapidement, donc il n'y a pas eu de grosses réflexions là-dessus. Puis la manière d'écrire de Kavinsky aussi, on n'était pas très très loin du riff, donc il n'y a pas eu beaucoup de choses à aller. On a juste mis notre son dessus, quoi. Voilà. Ne serait-ce que mettre nos effets de guitare, le jeu de batterie d'Hugo, le son de la frappe d'Hugo, la voix de Christophe. Mine de rien, on a remarqué que notre DA, elle passait aussi par notre son, et tout ce travail, ça nous a permis de nous en rendre compte aussi. Mais mine de rien, c'est à ça qu'on reconnaît aussi un grand titre, c'est quand on arrive à mettre une esthétique qui est inattendue dessus. Donc, on s'écoute un nouveau titre de Mind Collapse, Hourglass, de leur EP du même titre. Riff & Jack avec JF. Merci les amis, écoutez toujours Happiness et vous écoutez Riff & Jack avec moi autour de la table le groupe Mind Collapse et toujours là. Voilà, et Christophe est toujours là. On s'attend à ce que non, à un moment donné tu sois obligé de partir. Christophe va devenir papa, chers auditeurs. Voilà. Vous êtes actif sur la scène amiénoise, ça c'est important pour vous d'être localement bien représenté. Oui, on aime notre région, on aime cette. Enfin, moi, je suis amiénois, j'adore cette ville. Moi aussi. Et puis, il faut défendre les trucs locaux sans tomber dans
dans l'extrémisme. Non, mais puis même, de toute façon, il faut, si on veut jouer aussi, il faut jouer aussi sur nos scènes locales et profiter des opportunités tout à fait. qui nous sont données par chez nous, quoi. Ouais. Après, ça devient de plus en plus compliqué quand même de trouver des scènes, donc il faut aussi être assez conscient de cette chose-là. On a un style en même temps qui est Vous avez votre style, la scène amiénoise n'est pas extensible, et puis on sait aussi que c'est aussi compliqué justement de trouver, et puis il y a du monde, trouver de la programmation. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a de la qualité, il y a plein de gens qui défendent des super trucs. T'as déjà reçu quand même un bon petit paquet de groupes qui sont super qualitatifs. March of Steel, là, c'est quand même pas rien. On est content d'avoir un groupe de métal qui fasse partie des groupes les plus appréciés au niveau national quand même. Donc c'est top. C'est top. Vous avez vous-même quand même joué aussi à la Taverne électrique, le Téléthon Rock aussi sur Moreuil, c'est important pour vous dans votre parcours. Oui, le Téléthon Rock, personnellement c'était la première fois que je jouais comme ça pour un moment, pour une association, et c'était super bien passé. Ça commence à prendre forme ce festival, on commence à avoir des groupes. Lenny il fait un super boulot. On embrasse d'ailleurs Lenny qui nous aide beaucoup. Merci à toi Lenny, on t'embrasse fort. Vous avez déjà embrassé un tas de monde depuis que vous êtes on est des embrasseurs nous. On a de la chance d'être bien entourés, on a de la chance d'avoir des gens qui nous suivent bien, donc on n'oublie jamais une occasion de les remercier, c'est normal. Sans vous, on n'est rien. Mais c'est vrai, mine de rien, on est bien entouré. Et Lenny fait un super boulot sur le Téléthon Rock. Moi, j'étais à l'école de musique de Moreuil aussi, donc il m'avait demandé de faire participer quelques élèves sur les années précédentes. Là, sur la dernière année, c'est la dernière édition. Là, c'est l'école de musique d'Ailly-sur-Noix qui a fait un super taf pour faire l'ouverture avec Nanin qui a fait jouer son atelier. C'était vraiment super. Il a fait un gros travail et longue vie à ce Téléthon Rock parce que c'est une cause énorme. Ça me tient particulièrement à cœur. Je suis investi dedans depuis très très longtemps. Quand j'étais enseignant dans une autre vie, j'étais enseignant au lycée de la Sainte-Famille et puis on avait commencé à faire 2-3 petites choses en caritatif pour les restos, pour le Téléthon. Et le Téléthon, ça reste quelque chose auquel je tiens énormément. Donc bravo à Lenny d'avoir organisé ça avec le club de judo aussi de Moreuil, faut pas oublier de les citer. Et longue vie à ce festival qui est absolument extraordinaire. Avec déjà bon nombre de groupes qui sont passés, on espère effectivement que ça va continuer. Après ce premier EP, c'est quoi vos ambitions à court terme ? Nous, on aimerait bien enregistrer peut-être 1 ou 2 singles, faire des clips. On profiter de la période hivernale. Puis on continue de composer aussi parce qu'on a déjà pas mal d'idées pour un premier album. Et comme justement cet EP, c'était l'occasion de faire un tri et de commencer à affirmer notre DA, en fait, on était déjà en train d'affirmer cette DA pour le futur album derrière. Alors, DA, c'est direction artistique. Oui, pardon. C'est la manière dont on fait nos choix de comment on va faire sonner notre musique. Et donc là, c'est vrai qu'on a choisi des morceaux très très caractérisés. Avec des identités vraiment très très fortes. Orglass, ça reste celui qu'on vient d'entendre. Là, ça reste on l'a choisi pour notre titre phare de l'EP parce que il a un thème vraiment, comme tu disais, qui est vraiment très très présent chez nous. C'est le symbole. C'est le symbole et c'est aussi bien ce compte à rebours qui doit nous rester que tout ce que ça peut nous ouvrir après derrière. C'est ce côté des vases communicants au niveau du temps, il est très très fort chez nous. C'est très empreint dans notre musique et dans nos textes. Jacques, tu as évoqué aussi le fait que vous alliez éventuellement travailler sur du clip. Vous avez déjà des projets de collaboration ? Ouais, on avait déjà contacté Looping Deluxe. Là, il y a eu plein d'autres choses qui sont arrivées, la release party, etc. On n'a pas pu... Quelques idées déjà ? Et puis... on sait déjà à peu près quel titre on va aller choisir, quel univers on voudrait dessus. Comme on a toujours dit, on fait quelque chose qui se veut assez sobre quand même par rapport à toute la scène métal au niveau du son, au niveau de l'esthétique. On veut quelque chose d'assez joli en tout cas. On essaie de poindre vers le joli. Donc Looping, ils ont un univers qui est plutôt élégant, ça nous plaît bien. Donc on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec eux par la suite. Mais il faut déjà se caler des dates, quoi. C'est ça le plus compliqué. C'est de trouver du temps.
Et vous profitez donc de cette période plutôt hivernale, parce qu'au printemps prochain, les festivals, ça recommence. Ça recommence, donc là on écrit, on essaie de postuler à droite à gauche, forcément. Vous positionnez, déjà quelques dates. Pour l'instant, on est en négociation pour avoir des petites choses. On annoncera ça en temps voulu. Pour l'instant, on n'a pas de scoop à annoncer, si c'est ça que tu attends. Non, il n'y a pas de. Évidemment, c'est mon travail. Il n'y a pas de date qu'on va pouvoir annoncer aujourd'hui, the date. Par contre, ouais, on en aura, c'est sûr, pour le printemps. Et ce qui n'est pas un scoop, c'est qu'en tout cas, vous travaillez déjà sur de nouveaux morceaux. Ah oui, parce que c'était cette EP, ce n'est qu'une rampe de lancement pour la suite. Donc là déjà, on est sur la nouvelle direction artistique. On est repassé, on avait toute cette réflexion même de nouveaux accordages, de nouveaux instruments pour que ce soit encore plus simple, justement pour cette gestion du son, pour cette efficacité d'écriture, pour que ça aille vite et que ce soit pas dans une question de vouloir bâcler et de vouloir faire vite, mais de garder un truc frais. Comme on était avant sur un truc qui était beaucoup plus long en termes de processus créatif et on a dû se bagarrer nous-mêmes avec nos propres morceaux, là en fait on sait plus ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, et dans ce cas-là on gagne en efficacité tout simplement dans le travail, quoi. Et en plaisir. Parce qu'on reste sur un truc frais. C'est beaucoup Hugo qui utilisait ce terme-là pour qu'on enchaîne plus, quoi. Ouais, exactement. Riff and Jack avec JF. Eh bien, Christophe, Jacques, Coco qui a dû nous quitter un peu prématurément. Merci d'avoir été avec nous dans Riff and Jack. Beaucoup de l'accueil. Mind Collapse, un groupe qui porte haut le métal progressif amiénois entre technicité, émotion, engagement. Leur premier EP, Hourglass, est disponible et on vous conseille vivement d'aller les découvrir sur scène. On termine cette émission avec un dernier titre de Mind Collapse, Storm and Redemption, extrait de Hourglass, avant de retrouver DJ Joss avec Derrière ses platines.